Le président du Fonds social juif unifié de la Fondation du judaïsme français, Ariel Goldman, est à votre micro. Laurence Goldman, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour Ariel Goldman. Bonjour Laurence. On va commencer avec cette information qu'on a appris ce matin, la fin des investigations sur l'attentat de la rue des Rosiers. Ça s'était passé à Paris en 1982, le 9 août. 6 personnes avaient été tuées, 22 blessés dans l'explosion d'une grenade dans le restaurant Joe Goldenberg. Et puis dans une fusillade qui avait été perpétrée par un commando, un Palestinien naturalisé norvégien avait été extradé en décembre 2020 de ce pays et il est écroué en France depuis cette date. Que signifie cette décision du juge antiterroriste ? Je rappelle, Ariel Goldman, que vous représentez 2 victimes, partie civile dans ce dossier. Oui, je représente 2 victimes, dont une particulièrement meurtrie, puisque c'est Guy Benarous, un jeune à l'époque qui avait 16 ans, qui a eu la jambe complètement broyée et qui, évidemment, a vécu jusqu'à maintenant avec ce cauchemar en lui, cauchemar ravivé à chaque fois par les attentats. Et il a eu un rôle très important dans cette instruction, puisque c'est lui qui a reconnu un des protagonistes, puisqu'il y a Zied qui est en prison à la santé, qui a été extradé de Norvège, comme vous venez de le rappeler. Et puis il y a 3 autres personnes qui sont qui sont susceptibles d'être jugées un jour, qui ne sont pas mises en examen parce qu'elles ont des mandats de recherche contre eux, mandats d'arrêt internationaux qui ne sont pas exécutés, 2 en Jordanie, 1 à Ramallah. Et donc effectivement c'est un soulagement pour les familles parce que c'est un des procès un des crimes terroristes les plus anciens en France, un des premiers avec autant de morts contre la communauté juive, juste après celui de la rue Copernic, un peu après la guerre du Liban également. Donc oui, pour les familles c'est important. Alors ça ne veut pas dire que le procès va avoir lieu demain, parce que quand le juge d'instruction rend son avis de clôture de l'instruction, comme je l'ai reçu hier, et comme vous le dites à l'instant, il y a encore ensuite des mois et des mois, parce que le dossier est transmis au procureur, qui livre ses réquisitions, et ensuite le juge rend son ordonnance de renvoi ou de non-lieu partiel devant une cour d'assises. Donc le procès n'est pas pour demain, mais l'instruction est close, c'est arrêté. Mais ça signifie quand même qu'on peut espérer qu'il y aura un procès, que cette affaire sera jugée ? On peut espérer qu'il y aura un procès, que cette affaire sera jugée si le juge le décide ainsi. Il peut décider d'un non-lieu. Il pourrait techniquement décider d'un non-lieu. Je pense qu'il y a des charges suffisantes pour que et celui qui est en détention et ceux qui font l'objet d'un mandat soient renvoyés devant une cour d'assises. Je l'espère très fortement. On croit à ce dossier, bien évidemment, mais on n'est jamais à l'abri d'un revirement ou d'une surprise malheureuse. Mais en tout cas, je dois dire que le parquet a suivi cette affaire de très près, qu'il y a toujours eu vraiment un soin attentif pour que les choses soient faites dans les règles et bien faites, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives des avocats pour faire dire qu'il y avait des nullités ou des choses irrégulières dans la procédure. Tout a été toujours reconnu valide jusqu'à la Cour de cassation, et qu'il y a eu un juge d'instruction, plusieurs. Le juge Trévidic a été moteur, le premier c'était le juge Bruguère, mais ensuite il y a eu le juge Trévidic qui a eu, effectivement, c'est lui qui a lancé les mandats, c'est lui qui a détecté les 4 individus dont on vient de parler, et puis le juge Pierre qui termine ce dossier et qui vient de rendre son ordonnance. Et quelle serait l'importance de la tenue d'un tel procès plus de 43 ans après les faits ? La reconnaissance pour les victimes, bien sûr, mais au-delà. Mais pas que. L'importance, c'est de dire qu'il n'y a pas de sanctuaire pour les terroristes. C'est de dire que même plus de 40 ans après, quand on a été terroriste, qu'on est venu à Paris, et qu'on a tué de sang-froid ou qu'on a blessé de sang-froid des juifs parce qu'ils étaient juifs, un groupe palestinien, Abou Nidal, ça nous plonge dans des choses qui sont tout à fait actuelles, il n'y a pas de sanctuaire, et que la France ne laisse pas tomber les dossiers terroristes, même quand ils ont plus de 40 ans. Terroristes et antisémites. Terroristes et antisémites et palestiniens, synonymes. Alors une autre affaire à caractère antisémite mais contemporaine, elle est jugée depuis ce matin devant le tribunal pour enfants de Nanterre. Il s'agit des 3 auteurs du viol d'une petite fille juive de 12 ans. Ça s'est passé il y a un an, en juin 2024. Les 3 accusés avaient 12 et 13 ans au moment des faits. 2 sont jugés pour viol en réunion sur mineur à raison de sa religion. Le 3e pour complicité de crime. Un an plus tard, on va revenir sur les faits, mais quel constat vous dressez sur la réalité de l'antisémitisme dans notre pays ?
Je crois que c'est un fléau, une gangrène. On le voit tous les jours. On va en parler, mais on l'a vu encore la semaine dernière avec le rabbin Lemel. Mais cette affaire de viol, elle est encore plus symptomatique parce que c'est un viol d'abord d'une mineure par des mineurs. Donc déjà au plan sociétal, c'est une abomination, une double abomination. Deuxième point, c'est un viol qui a lieu évidemment sous couvert d'antisémitisme. Tu es juive, on va te violer. Et juste après, on se situe juste après le 7 octobre. Donc les massacres, les viols du Hamas le 7 octobre impactent des jeunes français en France, peu importe leur origine, parce que je crois qu'ils ne sont pas d'origine française, mais vous le saurez, et qui vont violer une petite fille juive. Ce n'est pas une jeune fille. J'ai vu au début de l'affaire qu'on parlait d'une jeune fille. Une fille de 12 ans, ce n'est pas une jeune fille, c'est une petite fille, c'est une fillette. Eh bien, elle est violée parce que juive, et elle est violée comme ces monstres du Hamas, comme ces barbares, parce que juive. Dans une autre affaire qui impliquait des mineurs, celle de l'assassinat de Samuel Paty, les jeunes qui étaient jugés, c'était en 2023, s'en sont sortis avec des peines finalement assez légères, en tout cas de la vie des parties civiles. Est-ce qu'on peut, dans cette affaire de Courbevoie, s'attendre à des peines qui ne soient pas à la hauteur des faits ? Alors, je ne suis pas dans le dossier. Mais c'est vrai que la justice des mineurs en France a son cahier des charges et à son échelle des peines, qui est parfois surprenante. Je regardais et j'entendais hier avec vraiment beaucoup d'émotion la maman du petit Elias qui a été assassiné par deux mineurs aussi, et qui se bat, qui mène un combat justement sur cette justice des mineurs pour savoir comment des mineurs dont on sait qu'ils avaient déjà commis de nombreuses agressions, ont pu être placés avec une ordonnance de contrôle judiciaire qui leur interdisait de se rencontrer alors qu'ils habitaient la même résidence. C'est ce qu'elle a expliqué. Et là, on a vraiment une faille, une défaillance qui sera probablement démontrée dans le cadre de cette affaire. Il y a des sujets avec la justice et il y a des sujets avec la justice des mineurs. C'est très particulier, la justice des mineurs. Justement, sur ce climat de violence qui règne dans une partie de la jeunesse, on l'a vu encore hier avec le meurtre de cette surveillante d'un collège par un jeune élève de 3e. Est-ce que on peut finalement mettre cette affaire du viol antisémite de Courbevoie dans le même contexte, cette même ambiance qui conduisent les jeunes à des actes ultra-violents ? Évidemment, vous savez, tout ce qui touche la communauté juive, c'est aussi ce qui touche la communauté nationale, on le dit souvent, mais avec un petit plus ou un petit moins, un gros moins, qui est le côté antisémite et le côté juif. Mais évidemment, l'environnement, la violence sociétale, tout ce que nous entendons à longueur de journée, qui est amplifié d'ailleurs par les vidéos, par les réseaux, parce qu'il y a quelques années, on entendait parler d'un acte abominable, on ne le voyait pas. Aujourd'hui, on assiste en direct pratiquement à des actes, à des exactions, mais effectivement, il y a un gros problème de sécurité dans notre société. Je crois qu'il faudra prendre le mal à la racine, et c'est pas le travail du président d'une institution comme la nôtre, mais c'est le travail des politiques. Et je crois qu'il y a un challenge. 2027, ça me paraît même loin. J'entendais hier aussi cette fameuse maman qui reprochait à la ministre de l'Éducation, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, Madame Borne, d'avoir dit « on va réfléchir ». Mais il ne faut pas réfléchir là. Il ne faut plus réfléchir. Il faut agir. Il faut passer à l'action. Ce n'est pas à moi de donner les pistes, mais en tout cas, il y a forcément des pistes. Ce n'est pas une fatalité, ce qui se passe. Alors, autre affaire sur le front de l'antisémitisme, on a un peu le sentiment que chaque jour nous révèle une nouvelle affaire à caractère antisémite, c'est celle du Rav Eli Lemel qui a été physiquement agressé vendredi dernier à Neuilly après avoir été agressé 8 jours plus tôt à Deauville. Vous le connaissez, le Rav Eli Lemel? Vous avez pu... Je le connais, j'ai échangé avec lui par WhatsApp, je connais bien, j'ai bien connu ses parents qui étaient des enseignants formidables, qui dirigeaient une école juive dans les années 70, et je connais aussi son fils qui s'occupe d'une communauté à Tel Aviv. On a cru que certaines villes nous protégeaient, et quelque part, quand on vous entend parler de Neuilly et de Deauville, bon, si c'était pas dramatique, on pourrait presque croire à une mauvaise blague juive. Première fois qu'un acte antisémite est commis à Deauville. Oui, mais c'est pas une blague juive, c'est la situation actuelle de la société. Les Juifs sont attaqués là où ils sont, et pour ce qu'ils sont. Effectivement, on a une évolution, et
on a un danger qui se trouve partout. Alors, on parlait de l'affaire du Rav-Lemel, on a vu que le gars a été arrêté très vite, on a vu une réaction formidable des passants, une citoyenneté, et là aussi ça donne de l'espoir, parce qu'ils ont bien vu ce qui se passait, ils ont bien vu de qui il s'agissait, donc il y a encore des justes en France, mais le gars a tout de suite été interné en psychiatrie, pose une question, on ne veut pas se retrouver dans une affaire Halimi, on n'aimerait pas se retrouver dans une affaire Halimi. Puis la seconde chose qui m'a vraiment troublé, si vous regardez les réseaux, vous savez que je suis friand, notamment d'un certain réseau qui commence par X et qui finit par X, il y a une espèce de, comment dit-on, de révisionnisme. On accuse le Rav-Lemel de s'être maquillé hier pour passer sur CNews, alors qu'on a vu les images de son agression. Donc c'est quand même, on est dans le complotisme le plus ambiant, mais qui va avec tout ça. Hein. Tout cela colle malheureusement au tableau. Le complotisme fait partie, est un des leviers, un des ressorts de l'antisémitisme, en France ou aux États-Unis d'ailleurs. Vous qui êtes avocat par ailleurs, Ariel Goldman, est spécialiste de ces questions, éclairez-nous sur un aspect très important. Donc cet agresseur du Rav-Lemel, qui est originaire de la bande de Gaza, il a été placé sous contrainte en hôpital psychiatrique. Est-ce que ça veut dire directement qu'il pourrait être déclaré pénalement irresponsable et donc ne pas être jugé? Et sur quels éléments se fondent les magistrats pour prendre cette décision? Des expertises psychiatriques? D'abord là, c'est apparemment c'est les policiers et le parquet qui se sont fondés là-dessus, sur un état dément, probablement au début de la garde à vue, ou même avant que celle-ci ne commence. Il y a des expertises. Après, potentiellement, c'est un risque, mais c'est pas automatique. Et on a vu des cas où les auteurs étaient placés en psychiatrie au début de l'affaire, et puis après ressortaient, et qu'il y avait des procès qui suivaient leur cours. Alors, il y a une autre affaire en cours devant la justice sur laquelle je voudrais avoir votre avis. La première, à l'encontre de 3 franco-israéliens qui sont accusés d'avoir participé à des actions de blocage de l'aide humanitaire à Gaza, une procédure pour crime contre l'humanité. Le PNAT a été saisi. Et la deuxième procédure, elle concerne une plainte contre X déposée par une Française dont les 2 petits-enfants sont morts pendant la guerre à Gaza en octobre 2023. Sur quoi ces procédures pourraient-elles déboucher? À quoi faut-il s'attendre? Alors là aussi, je ne suis pas du tout dans le dossier. Je les ai suivis, comme vous, par la presse. Mais vous connaissez bien le droit. Mais je suis censé connaître bien le droit après quelques années d'exercice. D'abord, la première affaire, celle qui fait l'objet effectivement d'une procédure, elle est quasi automatique parce que c'est une constitution de partie civile. Donc il y a un juge qui est nommé, donc il enquête obligatoirement parce que c'est la règle des plaintes avec constitution de partie civile, ce qui signifie souvent qu'il y a eu une plainte simple qui a été classée. Là, on ne l'a pas dit, mais en général, c'est comme c'est là qu'il y a des plaintes avec constitution de partie civile. Dans le cas de la deuxième personne, cette grand-mère qui a des petits-enfants à Gaza, elle oublie de dire que dans son environnement, il y a quelqu'un qui a été jugé, je crois que sa fille, comme complice de crimes contre l'humanité ou quelque chose comme ça. Donc parfois, il y a souvent des procéduriers qui sont... on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il y a souvent des gens qui jettent un écran de fumée sur leurs propres actes en attaquant les autres. Sur quoi cela pourrait-il déboucher? Tout est possible, là aussi. On est dans la justice. Il y a un dossier. Il y a des règles de droit et il y a aussi des juges parfois un peu orientés. Et ça pourrait déboucher sur des informations judiciaires et peut-être des procès. Honnêtement, je n'ai pas tellement vu le dossier. Je n'ose pas l'imaginer parce que, honnêtement, j'ai vu ces manifestations, j'ai vu ce qui se passait. Ça ne ressemble pas à de la complicité de crimes contre l'humanité ou de choses comme ça. Mais il peut y avoir d'autres qualifications. Un procès est toujours possible. Ce n'est pas parce qu'on est juif et qu'on se trouve en Israël qu'on est à l'abri d'un procès. Ça, c'est les antisémites qui croient ça. Mais non, dans la vraie vie, il y a des juifs qui sont jugés tous les jours pour des multiples faits et c'est bien normal. Alors, autre affaire qui a beaucoup occupé l'actualité ces derniers jours, celle de la flottille de Madeleine, qui est arrivée finalement en Israël, arraisonnée par la marine israélienne. Rima Hassan, elle a refusé hier de rentrer en Israël. Elle devrait être expulsée après une décision judiciaire. Ses amis de LFI ont parlé d'elle comme d'une otage, un terme qui a été repris dimanche soir lors d'une manifestation de soutien à Gaza, place de la République à Paris. Greta Thunberg, de son
côté, elle a dit qu'elle avait été kidnappée par l'armée israélienne dans les eaux internationales. Israël, finalement, il a perdu cette bataille encore de la communication des mots dans cette affaire de flottille. Alors, vous savez, moi, je pense que les auditeurs, les spectateurs, les téléspectateurs sont un peu moins idiots qu'on ne le croit. Et je pense qu'Israël n'a pas complètement perdu la bataille de la communication parce que tout le monde a bien vu que l'arraisonnement de ce yacht de luxe qui se faisait appeler flottille, qui était emmené par un admirateur du Hamas qui avait assisté à l'enterrement de Nasrallah, donc quelqu'un de parfaitement peu recommandable par ailleurs, eh bien tout le monde a bien vu qu'Israël a fait les choses en douceur, techniquement, et qu'on n'est pas arrivé à ce qu'ils auraient peut-être aimé un drame comme celui du navire de Marmara en 2014, navire turc. Et donc on a vu aussi les sourires. Vous savez, il faut faire attention quand on est avec les téléphones portables ou quand on se fait photographier ou qu'on est dans une situation, on voit que Greta Thunberg et Irima Hassan, elles sourient quand on leur met les sandwichs un peu qui ressemblent à ceux d'Elal dans le bateau. Elles sont plein sourire. Moi, j'ai pas vu les otages sourire à Gaza. On leur a pas distribué de sandwich. On leur a pas distribué de sandwich et c'est une pita pour 3 et pour quelques jours. Et surtout, concernant Rima Hassan, je n'ai jamais vu d'otages ou de personnes kidnappées qui doivent rester davantage. Donc elle est restée plus longtemps de son propre fait. On dit que c'est parce qu'elle a refusé de signer un document. Peu importe, un otage ou quelqu'un qui est kidnappé, quand on lui dit signer, il signe pour sortir. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que, en vérité, Israël a gagné. Israël a gagné parce que Rima Hassan, par 2 fois, quand elle s'est exprimée, a parlé de l'État d'Israël. Et pour moi, c'est une victoire. Vous savez, ces gens-là, normalement, ces espèces d'individus, eh bien, ils appellent ça l'entité sioniste. C'est dans leurs éléments de langage. Mais elle était tellement, certainement émue de rencontrer des soldats de Tsahal en chair et en os et de s'apercevoir qu'ils ne pointaient pas leurs pistolets sur elle, mais qu'ils pointaient des sandwichs, qu'elle a reconnu l'État d'Israël. Par 2 fois, elle a dit que c'était l'État d'Israël, que c'était les soldats de l'État d'Israël, que l'État d'Israël voulait lui faire signer des documents. Donc en cela, pour moi, Israël a gagné une victoire. Alors là, Ariel Goldman, on s'attendait pas. On fait du droit. Ouais. On s'attendait pas à cette analyse. Allez, on va terminer cet entretien sur ce post que vous avez publié sur Facebook à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de votre grand-père, le grand rabbin Henri Chili, originaire d'Alsace, véritable héros pendant la Shoah en France, qui a sauvé de nombreux juifs. Il avait notamment dirigé le séminaire israélite de France. Sa vie, écrivez-vous, a été consacrée à l'étude, l'enseignement et la transmission. En quoi la personnalité de votre grand-père est une source d'inspiration pour le responsable communautaire que vous êtes en cette période si difficile qui est la nôtre ? Merci de me permettre de m'exprimer sur lui à cette antenne. Je ne le fais pas souvent, j'aime pas trop parler de ma famille à l'antenne, mais le grand rabbin Henri Chili, Zichrono Livracha, a été vraiment un acteur majeur de la guerre et de l'après-guerre. Il a inspiré évidemment ma famille, moi-même, mon cousin le grand rabbin Olivier Kaufmann, mon père, mon oncle, toute la famille, mes tantes, enfin tous ceux qui ont vécu auprès de lui. C'était un homme rayonnant. Son totem au scout, au ZI, c'était tison rayonnant. Donc ça parle tout seul. Et surtout, il a inspiré des générations et des générations de rabbins, de grands rabbins qu'il a formés. Je cite le grand rabbin Sitruk, le grand rabbin Sirat, mais évidemment aussi le rabbin Bernheim, tous les rabbins qui ont officié, qui officient encore entre l'année 1950 et qui ont été formés jusqu'à son décès en 75, sont passés entre ses mains, si j'ose dire. C'était quelqu'un de très doux, de très simple également, et d'extrêmement modeste. Je pense qu'il nous a inculqué, il nous a donné cette volonté, cette envie, non pas de déclarer qu'on est modeste, parce que ça c'est déjà prétentieux de le dire, mais d'essayer de se comporter modestement, de faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Et c'est un peu ce qu'il nous a donné, et c'est ce qu'il a donné à la communauté juive de France. Il était très attaché à celle-ci. Il était très attaché aussi à Israël, et je me souviens que en 1900
1973, moi j'avais 10 ans, il est tombé malade et à ce moment-là, c'était juste la mort de Ben Gurion. Et je me souviens de ces larmes de personnes âgées. Il n'était pas si âgé que ça parce qu'il n'avait que 68 ans à l'époque, mais pour moi, il était très âgé puisqu'il était en plus malade et il a pleuré à la mort de Ben Gurion et c'était quelqu'un de formidable, pas parce que c'était mon grand-père, mais parce que c'était un mensch. Il a évidemment de nombreux endroits qui portent son nom. À Jérusalem, il y a une yeshiva qui porte son nom. Et à Paris. À Beersheva, il y a un institut pour enfants qui porte son nom. À Paris, il y a au Rincy, la synagogue consistoriale de Rabbin Moshe Levin porte son nom. Et à Montpellier, où il a été pendant la guerre, il a été vraiment injuste avec un préfet, le préfet Camille Ernst, qui n'était pas juif. Eh bien, ils ont chacun leur place qui porte leur nom dans un quartier nouveau de Montpellier. Voilà, c'est gentil de m'avoir donné l'occasion de parler de lui.